Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui dans l'épisode de Génération Remote, on reçoit Carlos Diaz. Salut Carlos, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Hola. Oui, Carlos Diaz. J'ai 48 ans, je vis à San Francisco depuis maintenant 12 ans et j'ai toujours été entrepreneur dans la tech. J'ai d'abord commencé en créant une agence digitale qui rentrait en bourse en 2006 qui s'appelle Imakina. Ensuite, j'ai créé un éditeur de logiciels. C'était le premier éditeur de logiciels en SaaS en France, qui s'appelait Blue Kiwi Software. On faisait de la social collaboration. Si vous connaissez Slack, on faisait Slack en 2006. Timing is everything. On a levé pas mal d'argent et c'est avec cette startup que je suis parti à San Francisco en 2010. J'ai revendu cette startup en 2012. Ensuite, j'ai créé une autre startup, cette fois aux États-Unis, qui n'a pas marché dans le domaine du gaming. Et mobile gaming. Ensuite, j'ai créé un accélérateur que tu as connu, Xavier, qui s'appelait The Refiners. Et je continue à faire pas mal d'investissements. Je suis business angel. J'ai fait plus de 80 investissements. Je regardais ça depuis 4-5 ans entre The Refiners et Diaspora Ventures, qui est mon nouveau fonds. Et maintenant, je lance une nouvelle startup qui s'appelle Uncut.fm et qui permet aux créateurs et notamment aux podcasteurs comme toi de créer des NFT et de réinventer la relation avec sa communauté, avec ces nouveaux objets Web3 NFT, quoi. Ouais, moi j'adore ce projet Uncut pour plein de raisons. La première, c'est que t'es un podcasteur. Ça fait 3 ans maintenant que t'animes un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, qui est coproduit par French Web. Donc pour ceux qui connaissent pas encore le podcast, allez écouter, c'est hyper intéressant. C'est l'actu web de la tech depuis la Silicon Valley en gros. Et en fait, tous les podcasteurs, je crois, arrivent à peu près à la même conclusion assez rapidement. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir qui nous écoute vraiment et ce que veulent les gens. On a très peu de retours. Et 2, c'est assez compliqué de monétiser un podcast aussi, ne serait-ce que pour couvrir les coûts. Donc il y a 2 solutions pour ça. Pour la monétisation, en général, c'est soit un paywall, donc un abonnement, sinon le podcast n'est pas accessible, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Au contraire, je veux que mon podcast soit écouté par le plus de gens possible. Et 2, c'est la pub. Et la pub, bof, quoi. J'ai pas du tout envie de mettre de la pub sur mon podcast non plus. Et donc c'est pour ça que l'idée de mettre en place des NFT, c'est intéressant au-delà du gadget et de la mode. L'idée c'est que quand tu achètes un NFT sur Uncut.fm, déjà t'as pas besoin de t'y connaître en Web3, d'avoir une carte bleue. T'as juste besoin d'avoir une carte bleue, t'as pas besoin d'avoir un wallet, d'avoir du Bitcoin et tout ça. Et puis ensuite, juste quand t'achètes ça t'ouvre les portes à une communauté privée. Et moi, ça va me permettre donc de savoir qui m'écoute, qui sont les auditeurs de Génération Remote, ce qu'ils veulent. Je vais évidemment inviter mes guests dans la communauté. Et comme ça, l'idée, c'est de co-construire un peu le projet et le podcast au fur et à mesure des épisodes avec cette communauté. Et puis, de pouvoir discuter avec les gens qui m'écoutent, c'est vraiment top. Donc voilà, j'aime beaucoup ce projet. Et d'ailleurs, au moment où sort cet épisode, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm et vous pourrez acheter le premier NFT Génération Remote, qui est une carte de membre que j'ai choisi de faire vraiment pas cher, juste histoire de vous donner accès à la communauté et puis de discuter avec vous. Génial! Ça, c'est une bonne nouvelle! Donc ce dont on va parler aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup sur Uncut.fm, c'est ta façon de monter la boîte, parce que t'es parti en remote depuis le début, et surtout t'es parti en fluid working, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des employés classiques qui viennent bosser 40 heures par semaine, ta démarche était de dire, écoute, tu viens et tu mets ce que tu veux dans la boîte. Et puis on fera en fonction de ce que tu mets en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement global, la philosophie plutôt du fluid working, et puis pourquoi est-ce que t'es parti là-dessus plutôt qu'une boîte classique 40 heures semaine quoi. Ouais. Alors, je peux t'en parler pendant des heures, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'avais écrit un post d'ailleurs que j'invite les gens à aller
lire. On pourra peut-être mettre le lien, je te l'enverrai sur Ouais. la newsletter de Uncut.fm qui s'appelait No HQ, No Office, No Employees, No Meetings et No Deadlines, et qui explique justement tout ce qu'on est en train de se dire là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Uncut.fm, d'abord, on était en plein Covid. Et donc j'avais pas véritablement le choix que de partir remote quand c'était un peu le nouveau format. Mais aussi moi-même, j'avais envie de créer un nouveau mode de startup. Tu vois, j'ai créé beaucoup de startups dans ma carrière et j'avais envie de créer un nouveau format qui me permette de créer d'abord d'embaucher des gens que peut-être que j'aurais jamais pu embaucher autrement dans des géographies où enfin, on a des gens aujourd'hui dans le monde entier. Je vous donne juste un aéropage en fait des gens qui bossent chez Uncut.fm. On est une petite équipe, hein, on est 8, on est 2 à San Francisco. Il y a une personne à Paris, il y a une personne à Lisbonne, il y a une personne à Athènes, il y a une personne en Pologne et il y a une personne en Ukraine. Donc voilà, on est un petit peu répartis à travers le monde. Donc je dirais que au départ c'était l'envie d'inventer un nouveau format de start-up remote, global. Quand je dis no HQ, c'est intéressant parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de culture forte dans le sens où on n'est pas qu'une boîte de la Silicon Valley, on est une boîte globale. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye de construire une culture globale et c'est pas évident hein, parce que de faire fonctionner des gens avec des origines culturelles différentes, c'est pas toujours simple. Quand je dis no office, bon bah là ça se comprend quoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau quoi, c'est-à-dire qu'on travaille tous de chez nous. Quand je dis no employees, ça choque, ça commence déjà un petit peu. Ça doit choquer beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, personne n'a de contrat de travail chez nous. C'est-à-dire qu'on a pris le modèle de l'open source. C'est-à-dire que d'ailleurs, on ne parle pas d'employés chez Uncut.fm, on parle de contributeurs. Et quand tu rentres chez Uncut.fm, tu rentres d'abord en temporary contributor. Et donc, c'est toi qui choisis le nombre d'heures que tu as envie de contribuer au projet Uncut.fm. Et on va te payer ces heures-là. On se met d'accord, on se dit bah moi j'ai envie de contribuer 10 heures par semaine et donc on va se mettre d'accord sur un tarif et tu vas nous envoyer tous les mois ton décompte horaire et on va te payer ces heures et donc tu es un peu en freelance. Ça cette période-là ne peut pas durer ad vitam aeternam, c'est maximum 6 mois et après tu passes permanent contributor. Et la différence quand tu passes, t'es toujours pas employé, t'es toujours freelance et contracteur. Mais en étant permanent contributeur, on ne compte plus les heures. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur une valeur et plus non plus sur un nombre d'heures que tu nous factures. Et surtout, tu as accès aux stock options. C'est-à-dire que quand tu passes permanent contributeur, on te donne des stock options de la société. Donc là, tu deviens véritablement associé à la boîte. Donc ça, c'est le no employees. Ouais, j'ai des questions sur le no employees. Parce que il me semble que tu as levé des fonds auprès de VC ou de Business Angel, je sais pas. Et donc, pour le moment, Uncut, c'est juste toi. T'es le seul fondateur et le seul employé sur le papier, on va dire. Ça a pas choqué? Si. Mais je l'aurais pas laissé le choix. Mais je suis le seul employé avec un contrat de travail dans la boîte parce que s'il y a besoin de mettre un mec en tôle, hein, éventuellement. Ouais. Et donc ce mec qu'on mettra en tôle, c'est moi. Mais tous les autres sont des contributeurs et sont des contracteurs freelance dans ce modèle de temporary permanent contributor. C'est marrant quand j'ai parlé avec d'ailleurs après notre enregistrement, j'ai un call avec mes investisseurs et avec eux. Un de mes investisseurs. Une de ces questions, ça a été de me dire, vous avez combien de full-time employés? C'est ce fameux FTE, quoi, en fait. Moi, je suis vachement emmerdé pour répondre, quoi, en fait, parce que je lui dis, un, full-time, je sais pas ce que ça veut dire, et 2, employés non plus. Donc, j'ai envie de te répondre 0, mais en même temps, on a des contributeurs et qui contribuent pas forcément full-time et qui ont des talents. Et puis, j'ai su l'expliquer d'abord parce que c'était remote et qu'il fallait une certaine flexibilité et rapidité d'exécution, mais aussi parce que ça a été une super formule pour nous pour faire rentrer des gens dans l'équipe qu'on n'aurait jamais pu recruter si on leur avait proposé un poste. Je t'explique. Moi, j'avais des mecs super bons et je leur ai dit, écoute, je suis en train de fabriquer ça.
je sais t'es occupé parce que les bons ils sont occupés par définition à d'autres projets. Et je lui dis je sais que t'es occupé machin etc. Mais tu peux venir contribuer même 10 heures c'est bon ou 5 heures par semaine quoi tu vois. Et donc ça a été mon hook. Ils m'ont dit ah ouais mais c'est super intéressant puis j'aimerais bien bosser avec toi Carlos. Et donc ouais bah écoute je vais venir contribuer 10 heures. Je vais t'aider sur tel et tel truc. Et après à moi de faire le travail pour les hooker quoi en fait et puis naturellement ces gens-là ont commencé à me dire tu sais Carlos là j'ai une mission qui s'arrête j'aimerais bien passer plus de temps sur Uncut.fm et comme ça au bout de 3 ou 4 mois les gens sont passés full time et donc si j'étais venu avec un contrat de travail en leur proposant un full time commitment sur Uncut.fm je pense qu'ils m'auraient dit non donc alors ça prend un peu plus de temps mais ça a marché. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a une boîte que moi je suis beaucoup qui s'appelle Gumroad et qui fait ça aussi avec un fondateur solo et qui emploie des gens et ils emploient effectivement des gens qui sont très bons, très connus dans la communauté des créateurs de contenu, on va dire. Et oui, clairement, tous ces gens-là ont des trucs à côté qui les prennent quasiment plein temps ou 3/4 du temps, mais ils donnent 10 heures à Gumroad ou 20 heures à Gumroad, ils essayent. Et puis c'est hyper fluide parce que les gens viennent, après repartent sans problématique particulière. C'est hyper intéressant quoi. Ouais, absolument. Et je pense que les gens ils ont besoin de ça. Ils recherchent ça aujourd'hui les gens. Hein. Et ça peut être des projets. Tu vois, j'ai des gens qui, par exemple, mon product designer, il est photographe. Il a besoin de temps dans sa semaine aussi pour faire ses photos. Et moi, je trouve ça vachement intéressant d'avoir quelqu'un aussi qui a un side project. Donc c'est une nouvelle mentalité aussi, mais il y a des boîtes qui diront non mais tu dois être c'est comme rentrer dans les ordres qu'en fait pas du tout moi avoir des gens qui ont un podcast à côté qui ont une passion ou qui tu vois pendant un temps on a eu quelqu'un qui bon il fait plus partie de l'équipe mais pour plein de raisons et non pas qu'on se soit fâché mais il avait son fils était handicapé et donc il ne pouvait pas se committer full time il ne pouvait que se committer 20 heures par semaine parce qu'il avait besoin de temps pour s'occuper de son fils qui était lourdement handicapé. Nous, ça nous cause aucun problème, ça. Quoi. Tu vois, c'est à partir du moment où tu apportes de la valeur et qu'on a besoin de cette valeur-là, il y a aucun souci. On raisonne plus en termes de full-time employé et d'horaire. En fait, on parle beaucoup de ça sur le podcast, des modifications évidemment qu'apporte le remote sur le travail et sur l'entreprise. Et en fait, tu te rends compte que pour des entreprises qui bossent en full remote, en vrai, l'histoire de 35 heures par semaine, ça fait plus sens parce que c'est du management à la tâche, avec beaucoup de confiance entre les deux parties pour que ça fonctionne. Si tu commences à faire de l'hélicoptère management, c'est-à-dire à regarder vraiment si le mec est là à 8 heures et s'il part vraiment à 17 heures, ça fonctionnera pas de toute façon. Et donc cette histoire de fluid working, c'est hyper intéressant. C'est un peu l'évolution, quoi. En plus que rajoute à ça le fait que moi j'ai des gens sur plein de time zones. Donc le système d'horaire ne peut pas fonctionner. Mais tu as dit une chose très importante, c'est que ça implique, je pense, une nature de personne particulière. Tout le monde peut pas faire ça. Je pense que les jeunes salariés qui débutent leur carrière professionnelle ont beaucoup de mal avec ça. Ça demande une certaine maturité, avoir un peu d'expérience professionnelle parce que tu as besoin de t'organiser toi-même et que tu n'as personne pour te dire c'est bien, c'est mal. Enfin, si, on a un Discord. Moi, mon boulot en tant que fondateur de la boîte, c'est de mettre des pouces up, quoi, en fait, sur tous les posts sur Discord. J'ai l'impression des fois que mon boulot, c'est ça, quoi, en fait. Mais parce que t'as plus cette tape dans le dos, ce petit message sympa que tu aurais au bureau, des choses comme ça. Donc, ça demande une nature de personne qui soit autonome, très organisée, et qui n'a pas besoin, tu vois, qu'on les encourage en permanence chaque fois qu'ils font quelque chose. Et puis, ça demande aussi une confiance. Et cette confiance, elle se construit. C'est pas quelque chose qu'on peut déclarer. C'est pour ça qu'on a ce modèle de temporary contributor et de permanent contributor. C'est deux statuts qu'on crée. Et qu'est-ce que ça veut dire permanent contributor? Ça veut dire que la confiance, elle est là, quoi, en fait, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'on a construit cette confiance et que elle est matérialisée. Et ça veut dire qu'on va plus compter tes heures. Ça veut dire que on t'associe au capital de la boîte, etc. Et je peux te dire que les gens, quand ils passent permanent contributeur, ils sont super, super contents, super fiers d'eux, quoi, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. J'aimerais qu'on revienne un peu ou qu'on zoome un peu sur le recrutement.
Comment est-ce que alors t'as dit qu'il y a des gens que tu connaissais, que tu savais qui prendraient pas un taf pour toi, enfin qui lâcheraient pas leur taf actuel, on va dire, mais qui étaient prêts à mettre un peu de temps dans Uncut. Mais tu disais aussi que vous étiez 8, avec des Polonais, des Ukrainiens, des Français et tout ça. Comment est-ce que t'as recruté? Et est-ce que avoir cette organisation-là, c'était un atout pour recruter tout le monde, je veux dire, ou est-ce qu'il y a eu des frottements, enfin des. Alors la situation a beaucoup changé. La situation vient de beaucoup changer là dans les 15 derniers jours, mais il y a un an, c'était très 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 compliqué d'avoir accès à des talents. Moi, je suis à San Francisco. Le moindre développeur à San Francisco te coûte $175,000. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix. On a levé 2 millions, on n'a pas non plus levé 100 millions, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis très cash sensitive et donc j'avais besoin d'accéder à des talents. Donc le remote aussi me permettait d'avoir accès à des talents ailleurs que dans la Silicon Valley qui étaient hors de prix et de toute façon les talents étaient pas disponibles. Ouais. Donc voilà, je dis que la situation a beaucoup changé depuis 15 jours parce que là on est rentré winter is here et que je pense que la situation de l'emploi va beaucoup changer et qu'il y a beaucoup de talents et il y a beaucoup de licenciements en ce moment dans la Silicon Valley, ce qui libère énormément de talents. Et bien évidemment, il y a moins de recrutement, donc on a moins de pression sur le recrutement. Moi, comment j'ai fait pour recruter? J'ai commencé d'abord par mon réseau, mais ça n'a pas été simple. Hein. Très honnêtement, pourquoi? Parce qu'on était dans une phase d'euphorie. Et tu sais, quand tu es dans une phase, dans un bull market, quand t'as 4 mecs talentueux, bah ils font 4 startups quoi. Et ils se mettent tous les 4 à recruter. Et quand t'es dans un bear market comme aujourd'hui, bah t'as 4 mecs talentueux, bah ils s'associent quoi, ils font une startup. Donc ça aussi ça crée moins de pression sur l'emploi de par la situation du marché quoi. Donc l'année dernière, c'était très 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 compliqué même si j'ai beaucoup de réseaux, j'approchais des gens. Et ils étaient soit en train de lancer leur projet, soit ils venaient de rejoindre un projet, soit ils avaient pas de temps, etc., etc. Je pense que maintenant ça change. On n'est plus du tout dans la même situation aujourd'hui. Mais j'ai commencé par mon réseau et ensuite j'ai utilisé AngelList, la plateforme de AngelList de recrutement où j'ai posté des annonces. Alors garbage in, garbage out, hein, très honnêtement, beaucoup de déchets. Avec quelques scams d'ailleurs là-dedans. Bon, j'ai jamais été au bout du process, donc je comprends pas trop l'histoire de ce scam sur AngelList. Mais j'ai trouvé avec AngelList mon lead développeur en Pologne, Pavel, qui est un mec absolument incroyable. Et j'ai trouvé Roman qui à Paris. Et Andriy, je le connaissais déjà, qui est en Ukraine. Mais voilà, c'est par capillarité. Et puis, quand tu recrutes des bons, généralement, ils connaissent d'autres personnes. Donc, j'invite vraiment les gens chez moi à aller chercher. Et puis, j'ai fait un truc. Tiens, ça peut t'intéresser. C'est que on a pris Charlotte, qui était à Athènes, qui est une fille absolument incroyable, qui voulait se lancer dans le UI UX et qui ne connaissait strictement rien. Et on l'a pris en stage en mode intern, donc elle était même pas temporary contributor, elle était vraiment intern chez nous. Elle s'est formée, on lui a donné le temps. Et tu vois, il y a ce mois-ci, c'est-à-dire 9 mois plus tard, elle devient permanent contributor. Et elle est une super UI UX designer, junior, mais super UI UX designer. Donc ça veut dire qu'on a aussi formé nos gens. Tu vois, dans le délire, moi je leur ai dit, viens contribuer. Tu vas peut-être passer pas mal d'heures. Tu vas peut-être pas être payé beaucoup, mais on va te laisser du temps et on va te former dans ce modèle-là. Et si tu arrives à te former, et Nico, qui est notre senior product designer, l'a beaucoup aidé. Il en a fait une UI UX designer en 9 mois. Et on est super content de l'avoir aujourd'hui, quoi. Donc ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire avec ce que tu m'as dit au début et ce qu'on entend d'ailleurs aussi souvent sur ce podcast. On en parlait dans un épisode précédent avec le general manager de Finom qui disait que lui, il était en remote et que il ne recrutait pas de juniors, jamais. Il recrutait que des seniors, des mecs avec déjà beaucoup d'expérience parce que ils sont plus faciles à manager. Enfin, ils se managent tout seuls en gros. Et là, donc j'ai l'impression que tu m'avais dit ça au début de l'épisode, et maintenant tu me dis qu'en fait t'as pris une stagiaire, ce qui est assez intéressant. Alors attends, elle est stagiaire, mais elle est pas junior. C'est pas une fille qui a 20 ans, hein.
elle a bossé avant, elle sait ce que c'est que travailler, etc. Sauf qu'elle n'avait jamais fait du UI UX. Tu vois, c'est différent. Mais ce que je pense qui est compliqué, c'est travailler dans une boîte. Quand tu sors de l'université, tu sais pas comment ça se passe, la relation. Ouais. C'est quoi un meeting? C'est quoi une deadline? C'est quoi un boss? Tu vois, et ça, quand t'es tout seul derrière ton écran avec dans ton petit appart avec ton coloc qui lui non plus sait pas, c'est très difficile à apprendre quoi ça. Donc c'est ça, c'est ce genre de personnes. C'est pour ça que j'invite les gens qui sortent juste avec un diplôme d'aller faire un petit peu un 2-3 ans quoi, tu vois, même peut-être moins, tu vois, dans une boîte et comprendre ce que c'est qu'une machine à café dans une boîte et un boss et qu'est-ce que c'est qu'une start-up, etc., etc. Parce que ça, c'est difficile en remote de l'apprendre, de le comprendre. Ok. Donc pour toi, junior, c'est presque plus jeune ou qui sort de l'école que quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, quoi, en fait. Exactement. Charlotte a été en reconversion. Non pas qu'elle soit âgée, hein, parce que Charlotte, elle a moins de 30 ans, mais c'était pas son premier taf. Elle doit avoir 26 ans, quoi, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, elle travaillait dans l'hôtellerie avant. Donc, tu sais que le management, elle sait ce que c'est, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça m'étonne pas. Et bosser, elle sait ce que c'est. Donc, ça, il y a pas de problème, quoi. Ok. Donc, tu disais que tu avais des gens donc à Athènes, en Pologne, en Ukraine, et que toi, tu es basé à SF. À Lisbonne. Comment est-ce que tu gères, pareil, le décalage horaire, ça fait partie des sujets récurrents sur ce podcast. Comment est-ce que vous êtes complètement en asynchrone, ou est-ce que, parce que tu disais aussi que vous n'avez pas de meeting, donc j'imagine que vous essayez d'être le plus possible en asynchrone. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu gères ce décalage horaire, qui est de 9 heures avec SF? Qui est de 9 heures. Donc nous, on a fait le choix d'avoir l'équipe produit en Europe qui est à peu près sur la même time zone à 1 heure près, entre Lisbonne et l'Ukraine. Qui sont les deux, voilà. Donc l'équipe produit, elle est à peu près sur la même time zone et ça, je pense que c'est important. Par contre, l'équipe marché, c'est pas tout à fait vrai parce que le deuxième mec avec moi ici à SF, c'est mon Web3 architecte et il est ici à SF parce que mais le marketing, et là je suis en train de recruter 2 personnes sur le marketing en growth et en bizdev, sont aux États-Unis parce que notre marché il est américain. Donc on a effectivement ces 2 time zones. Après, comment est-ce qu'on fonctionne? Je crois que les développeurs, ils ont quand même un stand-up meeting entre eux, quoi, en fait, tous les jours. Je pense que ça, ils le font. Je sais, tu vois, je dis je crois parce que j'en sais rien et je m'en fous un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est leur sauce à eux, quoi. C'est leur sauce à eux. Quand je veux dire qu'il n'y a pas de meeting, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meeting imposé par la boîte. Donc en gros, comment est-ce qu'on fonctionne? Il y a un town hall tous les jeudis matins, qui n'est pas pour moi un meeting, qui est juste un événement. Tu vois, c'est la différence. C'est voilà, on se réunit 1 fois par semaine. Je peux t'expliquer si tu veux, si ça t'intéresse. Je peux expliquer aussi qu'est-ce que c'est un town hall. Carrément, ça m'intéresse. Donc on se réunit et il y a les 5 premières minutes, c'est salut, comment ça va, tiens, t'as bronzé, quoi, grosso modo. Mais après ça, on fait ce qu'on appelle les praises, c'est-à-dire que grosso modo, on laisse tout le monde va féliciter quelqu'un d'autre dans l'équipe pour un truc qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en remote, tu vois pas ça, tu vois pas ce qui se passe, quoi, en fait. Et donc, on commence, ça dure quand même 10-15 minutes, hein. C'est-à-dire que machin va dire, moi, j'ai bossé avec Andri, putain, c'était vraiment génial, il nous a bien dépatouillé sur tel et tel truc, machin. Et ça, tu l'aurais jamais vu, en remote. Donc, on fait ça, on appelle ça praises. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, chacun lève la main et dit, moi, je voudrais féliciter Charlotte pour ça, Nico pour ça, Pavel pour ça, etc., etc. Donc ça met en surface plein de choses qui se passent et que tu verrais pas forcément. Ensuite, j'ai moi 5-10 minutes où j'explique les gars, les high level priorities. En fait, qu'est-ce qui est important pour redonner du sens à ce qu'on est en train de faire et pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire. Et ensuite, derrière, on a généralement, alors nous, on n'a pas de product owner. Tout le monde est product owner, qu'en fait, dans la boîte. Donc, on a on utilise le modèle de Apple qui est DRI, qu'en fait, Directly Responsible Individual. Donc, ça veut dire qu'il y a des product stories et tout le monde peut prendre la responsabilité d'une story. Et donc là, c'est les DRI qui expliquent à l'équipe, généralement qui font des démos de leur story quand ils arrivent à la fin de leur story, qui s'apprêtent en fait à la pusher.
Et on finit le town hall par un truc que tu connais qui s'appelle le Glad Sad Mad. Donc là, qui est beaucoup plus perso, où grosso modo, chaque individu dans la boîte va dire, est-ce que cette semaine, est-ce que t'es glad, est-ce que t'es sad ou est-ce que t'es mad? Et bien évidemment, tu expliques pourquoi. Et c'est pas forcément pour des raisons professionnelles. Ça peut être pour des raisons tout à fait personnelles. Je suis sad parce que j'ai un copain qui est malade, tu vois, machin, etc. Et ça permet aussi de découvrir un peu, qu'est-ce qu'il y a pas simplement dans la tête, mais aussi dans le cœur des gens, quoi, tu vois. Attends, sa mère est malade, donc, tu vois, je vais m'ajuster, je vais pas non plus, tu vois, lui en demander trop, tu vois, machin, des trucs comme ça. Ouais. Et donc voilà. Ça dure 1h30. Voilà. Ok. C'est tout. Et ensuite, le lundi, il y a le product. Après, on a que des comités, c'est-à-dire n'importe qui peut créer un comité dans la boîte sur un thème, un sujet. La présence n'est pas obligatoire, les gens viennent ou ne viennent pas, quoi, en fait. D'ailleurs, si personne ne vient, ça veut dire que peut-être que ton comité ne sert à rien. Et donc, généralement, les comités s'arrêtent tout seuls, quoi, en fait, voilà. Donc, on avait un comité sur le remote work, on avait un comité sur plein de sujets sur le Web 3 quand on a commencé sur le Web 3, et puis là, il s'est arrêté parce que tout le monde, ça y est, a compris ce que c'était que le Web 3. Donc, et ça, chacun peut lancer ses propres comités. Et le lundi matin, on a les product stories, qu'en fait, où on choisit qu'est-ce que les product stories, c'est quoi? Il y a un problème à régler avec un scope qui est proposé. Les DRI disent in deadline. Les DRI disent soit je change le scope, soit je change la deadline, ou alors tout va bien et je respecte le scope et je maintiens la deadline. Donc voilà, on a ça le lundi pour faire le point sur les product stories en cours et lancer de nouvelles stories. Et puis les gens lèvent la main en disant moi je vais prendre le DRI là-dessus, quoi, en fait. Si personne lève la main, c'est moi qui dit c'est toi, Xavier, quoi, en fait. Ouais. Donc, donc ça veut dire que toi tu crées une roadmap, si j'ai bien compris, où tu as la vision long terme du produit, qui est après découpée par le responsable du produit, par toi. Non. Ok. Ouais, moi je crée des stories où je mets des problèmes. C'est-à-dire que moi je fais le problem statement. Ça c'est un problème pour soit les podcasters ou soit pour les community members. Et j'explique c'est quoi le problème. Ça peut être des petites stories ou des énormes stories, quoi, en fait. Hein. Mais et après chacun va dire moi cette story ça m'intéresse, je vais la prendre, je vais la faire. Et je mets aussi des priorités. Je dis cette story elle est P1 ou elle est P5. Donc ça c'est moi qui décide des stories et tout ça. Et après eux ils créent aussi pendant la semaine, le lundi, le dimanche, moi je bosse, prépare un peu la product story committee du lundi. Et je découvre qu'il y a des stories qui ont été proposées par des membres de l'équipe. Tu vois, là, cette semaine, il y a 2 stories. C'est pas moi qui les ai créées, c'est eux, parce qu'il y a des problèmes aussi que eux voient, que moi je vois pas. Et donc, on en parle lundi. On dit, c'est prioritaire, c'est pas prioritaire. Oui, c'est prioritaire. Qui le prend? Je le prends. Ok, super. Quand est-ce que tu peux livrer ça? C'est toi qui choisis ta due date. Tu choisis le scope. Et ensuite, en tant que DRI, t'es responsable de la due date et du scope. Et donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus, ni sur la due date, ni sur le scope. Est-ce qu'on est on track? Super. Si on n'est pas on track, 2 possibilités. Soit tu changes la due date, soit tu changes le scope. Tu peux pas changer les deux. Hein. Ok. Et du coup, d'un point de vue pratico-pratique, tu disais que vous aviez Discord pour discuter, à la fois en interne et en externe d'ailleurs. Ouais. Et tous ces meetings-là, c'est quoi? C'est du Zoom? Vous faites du Google Meet, un truc comme ça? Non, jamais Zoom. On déteste Zoom. Donc nous, on utilise Around, qui est un produit absolument génialissime. Que j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir. C'est around.co. Ok. La UI UX est juste magnifique. Et en fait, ça se positionne, en fait, et chacun est dans des petites bulles. Et en fait, ça se positionne sur ton desktop. T'es pas enfermé dans une salle, quoi, comme dans Zoom. Ok. Donc, tu peux continuer à travailler. Et il y a plein de trucs super géniaux. Tu peux balancer des gifs, tu peux balancer des images. T'as un wiki pour collaborer à plusieurs, quoi, en fait, dessus. C'est génial. Le produit est gratos en plus, quoi. Donc, et il y a la cam? T'as la cam ou pas? Et il y a la cam, bien sûr. Il y a la cam. Ok. Il y a la caméra, tu peux balancer des sons. Quand quelqu'un annonce quelque chose, tu peux faire un feu d'artifice en background avec le son, etc. Enfin, c'est vraiment très ludique. Et ça donne énormément de vie au meeting, quoi. Donc nous, on n'utilise que Around. Il y a pas on n'utilise jamais Zoom, jamais.
Ok, et donc du coup, si je comprends bien ta semaine type, le lundi, t'as la session sur la gestion des priorités et des stories. Ouais, Le jeudi, vous avez le truc un peu informel, le town hall. Ouais. le town hall, et vous avez d'autres rituels comme ça, ou peut-être même, est-ce que vous faites aussi des trucs à plus long terme, des get-together, des trucs comme ça? On a tous les. Alors bon, là maintenant c'est un peu compliqué avec la guerre en Ukraine parce que comme on a des mecs en Ukraine et qui sont fermés dans leur pays, on avait l'habitude, on en a fait qu'un, mais notre objectif c'était que tous les 4 mois on fasse une retreat. Et comme on est tous remote, on peut aller n'importe où dans le monde. Donc la dernière fois on a été en Grèce, on a été à Kalamata, on avait loué une énorme baraque Cool. et on a vécu pendant une semaine. C'est pas des vacances, mais c'est pas du travail non plus. Et l'idée, c'était d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de cuisiner ensemble, de parler, tu vois, et de s'amuser, et puis aussi de réfléchir. Et ça, on va essayer de le faire tous les 6 mois. Qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se refuse de le faire parce que nos Ukrainiens peuvent pas nous rejoindre et qu'on n'a pas envie, tu vois, de picoler du gin tonic à côté de la piscine alors que sont sous les bombes, quoi. Donc, donc on se prive comme eux, quoi, en fait. Même si notre privation n'a rien à voir avec la leur, quoi, en fait. Mais. Ok. Donc on a ça, et puis après t'as les committees, c'est-à-dire que les committees sont proposés par n'importe qui, donc ça c'est des rendez-vous, soit t'as le temps d'y aller, soit ça t'intéresse, soit ça t'intéresse pas. Mais non, l'idée c'est quand même d'essayer de laisser un maximum de temps aux gens et d'éviter un maximum de meetings all together. Après, je sais que les gens se parlent énormément, d'abord sur Discord et puis aussi jump on around, quoi, en fait, pour se faire un point, faire du co-coding ou des choses comme ça. Ça se passe. Tu vois, ça, on a mis du temps à l'installer, ça, tu vois. Parce que le problème quand t'es en remote, c'est que des fois, t'as des gens qui sont très bons sur du remote, mais du coup, ils sont trop habitués à travailler seuls. Et donc, moi, je me suis battu pendant des mois pour que quand je découvre un truc le jeudi en town hall, je dis mais putain les gars, parlez-vous, tu vois, vous êtes sur la même time zone, jumpez dans un call. Et c'était pas, tu vois, complètement naturel. Ça a mis du temps. Ce que je suis en train de te raconter paraît génial, machin, etc. Mais modéliser le truc, j'avais ça dans ma tête assez depuis le début. Ça n'a pas été très très compliqué. Trouver des gens qui correspondent à ça, ça a déjà été un petit peu compliqué. Et ensuite, mettre en place et faire en sorte que ça marche. Tu vois, on s'est créé en fin avril de l'année dernière. Donc, on est pratiquement 1 an, tu vois. Et je dirais que ça marche depuis 3 mois. Véritablement. Où là, putain, on est une machine de guerre. On est une machine de guerre. On a des gens topissimes qui sont super heureux de travailler, de contribuer à Uncut, qui ont compris comment ça fonctionnait et qui délivrent et qui ship toutes les semaines des nouveautés. Toi, tu le vois, tu suis un peu le produit, tu as vu un peu à la vitesse ça bouge vite. On délivre. Mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Hein. Ça a mis 8 mois, quoi, tu vois, pour arriver à ça. Et là, tu te poses des questions, tu te dis putain, mais merde. Ça, je trouve, j'aurais dû ouvrir un bureau. Hein. T'as plein de mois, tu te dis, oh, putain, ça se trouve, je fais une connerie, quoi, en fait. Quoi. Oui, du coup, ça me fait poser une question aussi, même sur toi personnellement, parce que t'as monté plusieurs boîtes. Là, ce que je comprends dans ton organisation d'Uncut, en fait, tu lâches vachement pris sur plein de trucs. C'est beaucoup les employés qui se débrouillent tout seuls. Est-ce que, alors, tu disais que tu l'avais imaginé dans ta tête avant et que t'avais le plan, mais est-ce que le vivre vraiment, ça fait pas un peu bizarre quand t'as monté d'autres boîtes, d'un coup se retrouver en fait avoir très peu de prise ou d'emprise sur à la fois le produit et les employés, quoi. Ouais, comment tu le vis? C'est une super bonne question. Très honnêtement, j'ai surtout quand ça marchait pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis super content. Je suis heureux. Je me pose pas j'ai plus de stress. Je sais que ça va marcher, que les gens, j'ai aucun doute sur la qualité des gens et la qualité du travail. Mais je disais au début, j'ai l'impression d'être first time founder, quoi, en fait, parce que ce modèle-là, en fait, tout ce que je savais avant ne sert à rien. En fait, tu vois, mon expérience, qui est peut-être une de mes forces, quoi, là, elle est pas du tout utile, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que à la fois dans
les gens que je recrute, la manière de recruter, la manière de manager, la manière d'organiser. Donc ouais, c'est un peu flippant. Mais maintenant je suis super content parce que j'ai l'impression d'avoir pigé, quoi, tu vois, quelque chose, et d'avoir ajouté une corde à mon arc. Je sais gérer aujourd'hui une équipe remote. Alors allez, c'est une petite équipe, hein. On est d'accord. Je suis pas en train de te dire que je gère comme plateforme SH 300 personnes en remote, hein. Est-ce que tu penses que pour avoir du coup fait les deux, est-ce que tu penses que ça scalerait plus facilement, ou est-ce que tu penses déjà à scaler le truc, à dire comment est-ce que je fais pour passer de 8 à 15 ou à 30, ou Ouais. est-ce que pour l'instant pas trop? Moi, j'aime bien le côté small is beautiful, quoi. Tu vois, si je pouvais rester bon, 15, c'est encore petit, quoi. Tu vois, mais moi, je pense que ce modèle-là fonctionne assez facilement. Je pense qu'il y a un Dunbar number aux alentours de 50, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Après, je me vois scaler jusqu'à 50. Après 50, je sais pas du tout. En tout cas, une chose est certaine. À l'heure où je te parle aujourd'hui, je n'imagine pas Uncut.fm avec des bureaux et travailler en mode localisé, quoi. Ça me paraît impossible, quoi. Tu vois, même sur un plan culturel, quoi. Tu vois. Mais je sais pas, hein, ça se trouve, on se reparle dans un an et et j'aurai des bureaux et voilà, quoi. Donc j'en sais rien. Mais pour l'instant, non, en fait, quoi. Bah après, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup retenu de The Refiners, que tu disais tout le temps, c'était le global from day one. Soyez mondial tout de suite. Et Ça cette te idée, force, hein. ouais, c'est ça. Et puis ça colle complètement. Ton management actuel colle complètement à cette maxime-là, quoi. C'est vraiment. Ouais, tout à fait. Ok. Je pose toujours la même question à la fin du podcast, que je tweak un peu en fonction des sujets. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans ce mode de management-là? Ouais. Comment est-ce que tu lui expliquerais, ou quelles sont les clés que tu lui donnerais maintenant avec un an d'expérience? De commencer avec des gens qu'il connaît. Ça, c'est la première chose. Un tout petit groupe de gens qu'il connaît ou qu'elle connaît, et d'être très patient et d'être très intransigeant sur. Alors, je sais, c'est un peu tarte à la crème, mais sur la culture, c'est-à-dire c'est un modèle qui ne se satisfait pas de compromis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens qu'on met dans ce modèle-là soient sur le même et les mêmes valeurs et envie de travailler comme ça, etc., etc. Ça demande énormément de communication comme modèle. Et je pense que l'erreur, c'est de faire de la communication par meeting. Moi, j'invite, c'est ce que je fais, et tu le sais parce que tu lis ma newsletter. En fait, ma newsletter, elle ne s'adresse pas simplement à l'externe, elle s'adresse beaucoup à mes équipes. Et en fait, c'est ma façon de communiquer avec les équipes, c'est de rédiger, bah voilà, on a fait un product update, où est-ce qu'on va demain? Ces blog posts sont finalement des messages à mes équipes avant tout, quoi, en fait, quoi. Donc ma communication externe sert énormément mon propos interne. Donc ça demande énormément de communication, et en fait, j'utilise ça, c'est génial parce que c'est comme disent les Américains, you shoot two birds with one stone. J'utilise en fait cette communication externe pour aussi manager en interne. Il n'y a pas de différence entre ma communication interne et ma communication externe. Et donc voilà. Donc commencer avec des gens qu'on connaît bien. 2, être intransigeant sur les gens qu'on fait rentrer à l'intérieur. Si vraiment ça colle pas, ça marche pas, il faut pas insister, il faut fire fast et changer. Accepter que ça va prendre du temps parce que pour arriver à un mode de fonctionnement qui marche, ça prend énormément de temps. Et 4, communiquer et pas par du meeting, pas par du one-to-one, quoi, en fait, mais vraiment de façon globale et essayer d'associer tes users en fait à ta communication et les impliquer en fait dans ta boîte, quoi. Discord, en fait, nous on utilise le même outil pour communiquer avec nos users et en interne. On a juste des private channels quoi, en fait en interne, c'est tout, quoi. Et alors, est-ce que le mode de communication, ça vient du fait que
comme à la fois les gens mettent ce qu'ils veulent dans la boîte, et en plus ils sont à distance, et donc tu peux pas les micromanager, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Est-ce que du coup, ton histoire de ta façon de communiquer plutôt par écrit publiquement, c'est parce que on a retiré, ou tu t'es retiré tout seul d'ailleurs, le côté management de ton rôle de CEO. Toi, ton rôle de CEO, c'est le capitaine de bateau qui a la longue vue et qui voit au loin et qui donc communique là-dessus, et tout le reste qui faisait partie du rôle avant, c'est-à-dire fliquer en gros, ou accompagner, ou vraiment manager, tu l'as enlevé de ta casquette. Je pense que si tu as les bonnes personnes, elles sont capables de se manager seules et de manager les autres temporairement. Et comme le système de DRI est très efficace là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, le DRI, c'est le boss. C'est pas moi le boss. Il est le boss de sa story et c'est lui qui manage, tu vois, toutes les semaines, on dit quelles sont les immediate dependencies dont tu as besoin, de qui tu as besoin. Donc, il recrute en interne des gens en disant, cette semaine, j'ai besoin de Charlotte, j'ai besoin de Pavel, machin, etc. Et après, moi, je m'en occupe pas. C'est à lui de gérer ça. Donc, effectivement, tu as raison. C'est moi, je m'occupe plus de où est-ce qu'on va, de donner le tempo, de donner la vision, la destination, qu'elle soit bien comprise. Ce qui n'empêche pas, quelquefois, quand même, quand je vois que c'est un truc, c'est très gut feeling. Il y a des fois, tu as des feelings, on te dit, je pense que là, lui, il faut que je prenne une demi-heure pour m'asseoir avec lui, parler, etc. Ça, je le fais encore. Hein. Ouais, ok. Je le fais beaucoup. Okay. Là, d'ailleurs, maintenant que je te parle, là, je vois des trucs sur Discord. Et là, je pense que j'ai besoin d'aller faire 10 minutes de call avec Nico, quoi, tu vois. Ok. Je le sens, quoi, tu vois. Donc, j'ai encore ça, mais j'évite au maximum. Je suis vraiment là. Et puis, des fois, et puis aussi, il y a un autre truc, c'est que on est faillible. Moi, j'ai mes angoisses. Je le dis à mes équipes. Des fois, j'ai des angoisses qui sont complètement infondées. Donc, j'ai besoin moi-même d'être assuré. Quoi. Voilà. Donc, des fois, je leur dis, je vous appelle. C'est pas pour vous micromanager, mais c'est peut-être pour que vous me managez moi, quoi, en fait, quoi. Et que vous me rassuriez ou que vous me donniez des idées parce que je suis stuck, etc. J'ai une équipe qui est top. Moi, j'arrive pas à savoir, par exemple, quand je dois m'arrêter. Et là, il y a pas longtemps, tu sais, j'étais en vacances. Mais c'est mon équipe qui m'a dit, mais Carlos, ça serait bien que tu prennes une semaine de break parce que là, ce que tu racontes n'importe quoi. Et donc, tu dis n'importe quoi. C'est hyper confus. T'as plus les idées claires. Il faut avoir une équipe aussi qui soit en mesure, avec qui t'as créé une forme de relation et de confiance où ils sont capables de te dire ça. C'est pas simple d'arriver à ce stade-là, quoi, en fait, quoi. Et j'ai dit, ok, vous avez raison, je me barre, quoi, en fait. Et je me suis barré une semaine et effectivement, j'avais besoin de me barrer et je suis rentré avec les idées beaucoup plus claires. Ouais, c'est vraiment super intéressant comme mode de fonctionnement. J'espère qu'on verra plus de boîtes qui partiront qui commenceront en fluid working. Tu dis ça parce que moi, mais je suis complètement biaisé parce que en fait, pour moi, c'est devenu complètement naturel. Je n'imagine même pas une boîte fonctionner autrement. Tu vois, je suis passé complètement de l'autre côté de la colline. Et tu sais, je suis investisseur dans pas mal de startups. Et beaucoup des startups que je vois aujourd'hui sont dans ce mode-là, quand même. Quand j'ai investi en pré-seed super early, je dirais que ce que je décris là, avec ses subtilités, parce qu'il n'y a pas une formule, chacun doit créer sa propre formule. C'est ça la culture de la boîte. C'est pas des posters sur les murs. Mais dans 70% de ce que je vois, c'est ça. C'est du fonctionnement-là aujourd'hui. C'est du remote ou c'est chacun vient avec ce qu'il veut? Les deux? Alors le chacun vient avec ce qu'il veut, je pense que ça c'est très c'est ça. C'est déjà le stade un stade déjà plus avancé. Mais remote oui. Mais je vois encore des gens faire des contrats de travail, beaucoup. Oui, non, c'est clair. OK. Super intéressant comme épisode, Carlos. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Suivez-moi sur Twitter, c'est ça. Ouais, Twitter, c'est là où c'est ma plateforme de communication privilégiée, mon @CarlosDiaz. Donc c'est simple. Je suis aussi sur LinkedIn, bien évidemment, où je communique pas mal aussi. Donc ça, c'est les meilleures façons pour me contacter, c'est Twitter et LinkedIn. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour cet épisode. Mais je t'en prie, Xavier. Salut. Salut, Xavier.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.